Cole Drayton gara son camion dans l'allée à 18h47 précise. La pluie d'octobre tambourinait contre le pare-brise tandis qu'il s'asseyait un instant à contempler la chaude lumière qui se déversait par la fenêtre de la cuisine. Âgé de 39 ans, solidement bâti par ses années militaires et toujours aussi irréprochable, Cole avait appris à décrypter les situations avant de s'y aventurer. Ce soir-là, il prit sa boîte à outils sur le siège passager et se dirigea vers la porte d'entrée. La maison sentait le poulet rôti, mais le silence était pesant. « Je suis rentré », cria-t-il en accrochant sa veste au crochet près de la porte. Il était temps. La voix de Bean, venue de la cuisine, aiguë, avec un côté tranchant, il l'entendait plus souvent ces derniers temps. Le dîner est prêt depuis 20 minutes. Cole trouva sa femme debout devant la cuisinière. Ses cheveux blonds étaient tirés en arrière, ses épaules fermes, raides à 36 ans. Brun faisait encore tourner les têtes, mais ces derniers temps, sa beauté était comme une armure, froide et intouchable. Désolé, je devais terminer l'installation du nouveau réseau de capteurs à l'usine. Cole se lava les mains à l'évier de la cuisine. Où Annie met-elle la table comme elle est censée le faire? Leur fille de 8 ans sortit de la salle à manger, ses cheveux noirs, si semblables à ceux de Cole, lui tombant sur le visage. Salut, papa. Cole s'agenouilla pour la serrer dans ses bras. L'année se sentait petite dans ses bras, plus petite que d'habitude. Dis donc, ma puce, comment s'est passée l'école? Bien, elle ne le regarda pas dans les yeux. Ils s'assirent autour de la table de la salle à manger, la même routine qu'ils suivaient depuis des années, mais ce soir, les espaces entre les mots semblaient des champs de mine. C'est ce que dit Brun en découpant son poulet avec des mouvements précis. Madame Patterson appela. Aujourd'hui, l'année a eu des ennuis pour son manque d'attention en cours de maths. Cole regarda sa fille. C'est vrai. L'année hocha la tête, les yeux toujours fixés sur son assiette. Elle a été distraite ces derniers temps. Brin continua. Je pense que c'est parce que tu n'es plus jamais là, à travailler tard tous les soirs, à faire des projets le week-end. Elle a besoin de son père. J'ai travaillé pour subvenir aux besoins de cette famille. Tu as travaillé pour te cacher de cette famille. La fourchette de Brun claqua dans son assiette. À quand remonte la dernière fois où tu as demandé comment s'était passée ma journée? À quand remonte la dernière fois où tu as vraiment parlé à ta fille au lieu de simplement la serrer dans tes bras et de t'éloigner? Cole sentit Annie se tendre à côté de lui. Il garda une voix calme. Je suis là physiquement, mais tu n'es pas vraiment là, n'est-ce pas? Tu es toujours déployé dans ta tête, toujours ce soldat incapable de communiquer avec les gens. Maman, on peut parler d'autre chose. La voix de l'année était faible, prudente. Le regard de Brun se posa brusquement sur sa fille. Les adultes discutent, ça va. Cole dit doucement, de quoi aimerais-tu parler, l'année? Je ne sais pas, peut-être de la pièce de théâtre de l'école. J'ai été choisi pour être un arbre, sourit Cole. C'est super. Quand a lieu la représentation? Vendredi soir prochain. Mais maman dit, tu ne pourras probablement pas venir à cause du travail. Cole regarda Bren. Je n'ai pas dit que tu n'étais pas obligé. Tu as manqué sa réunion parents-professeurs le mois dernier. Tu as raté le pique-nique de l'école. Tu vas rater ça aussi. J'y serai, dit Cole à l'année. Je te promets que le rire de Brun était amer. Bien sûr que tu y viendras. Tout comme tu as promis de réparer la porte de derrière, tout comme tu as promis qu'on prendrait ses vacances à la côte. Tu es vraiment doué pour les promesses, Cole, pas si doué pour les tenir. Cole s'assit. Ces années passées à désamorcer des bombes lui avaient appris la patience, mais les attaques constantes contre son caractère s'amenuisaient. Je travaille dur pour cette famille. Tout ce que je fais, c'est pour cette famille. Non, tout ce que tu fais, c'est pour éviter cette famille. Tu préfères passer du temps avec des machines qu'avec des gens qui se soucient vraiment de toi. Pas devant l'année. Quand d'autres sommes-nous censés parler? Tu es parti avant qu'elle ne se réveille, après qu'elle soit au lit. C'est le seul moment où nous sommes tous ensemble. Alors oui, on va parler. L'année repoussa sa chaise. Puis-je être excusé? Tu n'as pas fini ton dîner. Brun dit, je n'ai plus faim. Cole étudia le visage de sa fille. Quelque chose n'allait pas, quelque chose de plus profond qu'une simple conversation gênante au dîner. Vas-y, ma puce, mais brosse-toi les dents avant d'aller te coucher. Merci, Lanny disparut à l'étage.
Brin attendit qu'ils entendent la porte de la chambre se fermer. Super, maintenant elle trouve normal de gaspiller de la nourriture. Elle est contrariée, elle est gâtée et c'est toi qui la gâtes. Cole termina son dîner en silence, chaque bouchée mécaniquement. Une fois terminé, il aida à débarrasser la table tandis que Brin chargeait le lave-vaisselle d'un geste brusque et colérique. « Je vais voir comment tu vas, Laney, dit-il. Bien sûr que tu t'enfuis de la conversation, comme toujours. Cole monta les escaliers et frappa doucement à la porte de Lanny. « Je peux entrer ?» Oui. Il la trouva assise sur son lit, encore habillée, regardant par la fenêtre. « Ça va ? Je suppose. » Cole s'assit au bord du lit. « Maman et moi, on traverse juste une mauvaise passe. Ce n'est pas ta faute, je sais, mais elle l'a dit trop vite, comme si elle avait répété les mots. » Cole sentit ce picotement familier, le même instinct qu'il avait maintenu en vie à l'étranger quand quelque chose n'allait pas Laney. Y a-t-il quelque chose ? Tu veux me dire quelque chose ? Pendant un instant, elle sembla sur le point de parler. Puis elle secoua la tête. Je suis juste fatiguée. Bon, prépare-toi à aller au lit. Je viendrai te dire bonne nuit dans quelques minutes. Cole redescendit. La cuisine était propre. Brin était introuvable. Il la trouva dans leur chambre, déjà en pyjama, en train de lire un magazine. Elle va bien, demanda Brin sans lever les yeux. Elle va bien, les enfants ressentent la tension, tu sais. On devrait peut-être essayer de garder nos discussions privées. Tu devrais peut-être essayer d'être un mari et un père plutôt qu'un étranger qui paie les factures. Cole déboutonna sa chemise de travail. Que attends-tu de moi, Brin ? Je veux que tu t'en soucies. Je veux que tu sois présent. Je veux que tu sois présent dans ta propre vie. Je suis présent. Non, tu ne le es pas. Tu fais semblant. Travail, dîner, dodo, et tout recommence. C'était quand la dernière fois qu'on a parlé de quelque chose d'important ? C'était quand la dernière fois que tu m'as posé des questions sur ma journée, mes sentiments, mes rêves. Cole a accroché sa chemise dans le placard. Comment s'est passée ta journée, hein ? La voix de Brin était sèche. Ne sois pas condescendant, je ne le suis pas, je demande trop tard. Il ne devrait pas falloir se battre pour que tu t'intéresses à ma vie. Cole a enfilé son pyjama et est allé dire bonne nuit à Laney. Elle était sous les couvertures, le visage propre et les cheveux brossés. Dors bien, ma puce. Papa, oui, est-ce que tu aimes maman ? La question l'a frappé comme un coup de poing. Bien sûr que oui. Pourquoi demandes-tu ça ? Vous vous disputez souvent ? Tous les couples se disputent parfois. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'aime pas, d'accord, mais elle n'avait pas l'air convaincue. Cole l'a embrassée sur le front. Je t'aime, Laney, plus que tout au monde. Je t'aime aussi, papa. Quand il retourna dans la chambre, Brin dormait déjà, ou faisait semblant. Cole était allongé de son côté du lit, les yeux fixés sur le plafond. La pluie avait cessé, mais le silence semblait plus pesant que la tempête. Quelque chose n'allait pas, il le sentait jusqu'au plus profond de lui-même. 3 nuits plus tard, Cole travaillait encore tard pour dépanner un servomoteur qui surchauffait sans cesse. Lorsqu'il rentra chez lui, la maison était plongée dans l'obscurité, à l'exception de la lumière du porche. Il se gara discrètement et se dirigea vers la porte d'entrée. À l'intérieur, il trouva un mot sur le comptoir de la cuisine, « J'ai emmené Lanny chez son amie Emma pour une soirée pyjama. Je serai de retour demain après-midi. » Cole froissa le mot. Pas de discussion, pas de coup de fil, juste une autre décision prise sans lui. Il prit une bière dans le réfrigérateur et s'installa dans son fauteuil du salon. La maison semblait différente quand il n'était pas là, paisible, mais aussi vide. Il se demanda quand sa propre maison avait commencé à ressembler à un champ de bataille. Vers minuit, des phares balayèrent la fenêtre de devant. Cole regarda dehors et vit la voiture de Brin s'engager dans l'allée, mais elle ne sortit pas tout de suite. Elle parlait à quelqu'un au téléphone, faisant des gestes de sa main libre. Finalement, elle raccrocha et entra. « Tu es couché tard » dit-elle en accrochant son sac à main. « Je n'ai pas pu dormir. »« Comment va Laney ? » ?»« Elle va bien. » La mère d'Emma a dit qu'elle prévoyait de rester éveillée toute la nuit à regarder des films. Dean retira ses chaussures d'un coup de pied. « Je suis épuisé, je vais me coucher. » Elle monta sans un mot. Le lendemain soir, Cole alla chercher Laney chez Emma.
Elle resta silencieuse pendant le trajet, regardant par la fenêtre côté passager. Amuse-toi bien à la soirée pyjama. C'était bien, bien. Je croyais que tu aimais passer du temps avec Emma, moi aussi. C'est juste que je suis fatigué. Cette nuit-là, Cole se réveilla vers 2 heures du matin. La maison était silencieuse, mais quelque chose l'avait tiré de son sommeil. Il resta allongé, à écouter. Puis il entendit des voix à l'extérieur. Il se glissa hors du lit et se dirigea vers la fenêtre. Bean se tenait sur le porche avec un homme. Cole ne le reconnut pas, grand, athlétique, peut-être la trentaine. Ils étaient proches l'un de l'autre, trop proches pour une conversation informelle. Le sang de Cole se glaça lorsque l'homme se pencha et embrassa sa femme, non pas un bisou amical, mais un vrai baiser. Les mains de Bean étaient dans ses cheveux. Le baiser dura plusieurs secondes avant qu'ils ne se séparent. L'homme dit quelque chose qui fit rire Brun, puis se dirigea vers une berline sombre garée de l'autre côté de la rue. Brun le regarda s'éloigner avant de rentrer. Cole resta à la fenêtre, l'esprit en ébullition. Depuis combien de temps cela durait-il? Qui était cet homme? Et, plus important encore, l'année était-il au courant? Il entendit la porte d'entrée se refermer doucement, puis les pas de Brun dans l'escalier. Elle se glissa de nouveau dans le lit à côté de lui et Cole força sa respiration à rester régulière. Le lendemain matin, au petit déjeuner, Lani était encore plus silencieuse que d'habitude. Elle picora ses céréales, jetant un regard nerveux à sa mère. « Mange ton petit déjeuner, dit Brun. Tu vas être en retard à l'école. Je n'ai pas vraiment faim. Je m'en fiche. Si tu as faim, mange, Cole. Observe bien l'interaction. » Le ton de Brun était plus dur que d'habitude, presque menaçant, et Lani répondit par la peur, contrairement à l'obstination enfantine typique. Après que Bryn soit parti emmener Lani à l'école, Cole se tenait dans la cuisine. Les pièces du puzzle s'assemblaient, les nuits tardives, l'attitude défensive, le comportement de Lani, et maintenant l'homme sur le porche. Son téléphone vibra, un SMS de Bean qui travaillait tard ce soir, ne m'attend pas. Cole effaça le message sans répondre. Ce soir-là, il alla chercher Lani à la garderie. Elle était assise seule sur un banc, les épaules voûtées. « Dis donc, ma fille, tu es prête à rentrer ?» Elle hocha la tête sans sourire. Pendant le trajet, Cole essaya de la faire parler. « Comment s'est passée l'école aujourd'hui ? » « Bien, j'ai appris quelque chose d'intéressant ? » « Pas vraiment envie de m'arrêter pour une glace, non, merci. » Cole s'est garé dans le râler et a coupé le moteur. « Lani, tout va bien ? Tu as l'air contrarié par quelque chose. » Elle l'a finalement regardé et Cole a vu quelque chose dans ses yeux qui lui a serré la poitrine, la peur. « Je vais bien, papa, mais elle n'allait pas bien. » Cole le voyait à sa façon de se tenir, à sa façon d'éviter le contact visuel. Quelque chose était arrivé à sa fille et il allait découvrir quoi. Ce soir-là, après que Lani se soit couchée, Cole s'est assis dans le salon, toutes lumières éteintes. À 23h30, il a entendu une portière de voiture se fermer dehors. Il s'est approché de la fenêtre et a vu la même berline que la veille. Cette fois, l'homme est venu à la porte d'entrée. Cole a entendu un léger coup, puis les pas de Brun lorsqu'elle l'a laissé entrer. « Est-ce qu'elle dort ?» L'homme a demandé, « Oui, mais baisse la voix. » Ils sont allés dans la cuisine et Cole s'est glissé en haut des escaliers pour mieux entendre. « Ça devient compliqué, Brun, je sais, mais je gère. » « Et toi ? Parce que de là où je suis, on dirait que tu perds le contrôle. » J'ai dit que je m'en occupais. « Et l'enfant ? » Elle nous a vus l'autre soir. Le sang de Cole s'est glacé. « Elle ne dira rien. » Bean a répondu, « Comment peux-tu en être sûr ? » Parce que j'ai clairement expliqué ce qui se passerait si elle le faisait. L'homme a soupiré, « Ce n'est pas vraiment ce à quoi j'ai souscrit, parce que tu avais l'air plutôt intéressé quand je t'ai parlé de l'assurance vie. C'était avant que je sache qu'il y avait un enfant impliqué. Rory, détends-toi, tout se passe comme prévu. Rory. Maintenant, Cole avait un nom. Et si elle le disait à son père? Elle ne le fera pas. Je te le promets. Cole a entendu des pas se diriger vers le salon et s'est rapidement retiré dans la chambre. Quelques minutes plus tard, il a entendu la porte d'entrée se fermer et une voiture s'éloigner. Bryn est monté et s'est glissé dans un lit. Cole resta parfaitement immobile, son esprit repensant à ce qu'il avait entendu, une police d'assurance vie, un plan,
et l'année avait vu quelque chose qu'elle n'aurait pas dû voir. Le lendemain matin, Cole observa sa fille avec plus d'attention. Elle était pâle, picorait son petit déjeuner et tressaillit lorsque Brin lui parla. Lani. Brin dit sa voix, douce, mais avec une pointe d'amertume, rappelle-toi de ce dont nous avons parlé. Certaines choses sont des affaires de famille. Lani hocha vivement la tête. Je me souviens, ma belle. Après leur départ pour l'école, Cole passa 2 coups de fil. Le premier était destiné à son supérieur qui prenait un jour de congé. Le second à un point de contact d'une entreprise de sécurité. 3 heures plus tard, Cole avait installé 2 caméras haute définition chez lui, l'une dans le salon, positionnée pour filmer la porte d'entrée et la majeure partie de l'espace commun, l'autre dans le couloir, pointée vers l'entrée de la cuisine. Les 2 enregistraient sans fil sur un serveur cloud auquel il pouvait accéder depuis son téléphone. Si quelque chose arrivait à sa fille, il découvrirait exactement quoi. Ce soir-là, Lani vint le voir après le dîner. « Papa, je peux te demander quelque chose. » « Bien sûr, si quelqu'un te confiait un secret, mais un mauvais secret, voudrais-tu le savoir ?» Cole s'agenouilla à sa hauteur. « Lani Annie, si quelqu'un te fait du mal ou fait quelque chose de mal, ce n'est pas un secret que tu dois garder. Tu peux toujours tout me dire. » Elle regarda vers la cuisine où Brin faisait le ménage. Puis de nouveau Cole. « Mais et si le dire aggravait les choses ? » « Qui t'a dit ça ? » ?»« Moi ? Je ne peux pas le dire. » Cole sentit la rage monter dans sa poitrine mais garda sa voix. « Doucement, mon cœur, personne ne devrait jamais te dire de cacher des secrets à tes parents. Si quelqu'un te fait peur ou te met mal à l'aise, tu dois me le dire. » Les yeux de Lani se remplirent de larmes. « Je veux le faire, mais... » « Mais ce que maman a dit, si je le dis, tu nous quitteras comme tu as quitté l'armée. » La vision de Cole devint rouge. Il prit Lani dans ses bras, les mains tremblantes de colère. « Écoute-moi très attentivement. Je ne te quitterai jamais, jamais. Quoi qu'il arrive, quoi qu'on te dise, je serai toujours ton père et je te protégerai toujours, promis, promis. » Cette nuit-là, après que Lani se soit endormie, Cole a confronté Brin dans leur chambre. « Nous devons parler. » Elle a levé les yeux de son magazine. « De quoi ? Des secrets que tu fais garder à notre fille ? » Le visage de Brin est devenu pâle, puis s'est durci. « Je ne sais pas de quoi tu parles. » Elle m'a interrogé sur le fait de garder de mauvais secrets. Elle a dit que tu lui avais dit que je partirais si elle me disait quelque chose. Elle a 8 ans, Cole. Elle a une imagination débordante. Ce n'est pas de l'imagination. Quelqu'un fait peur à ma fille, et je pense que c'est toi. Brin s'est levé, les yeux brillants. Comment oses-tu m'accuser de faire du mal à mon propre enfant ? Puis explique-lui pourquoi elle est terrifiée. Explique-lui pourquoi elle sursaute quand tu lui parles. Explique-lui pourquoi elle pense que je l'abandonnerai si elle me dit la vérité. Tu es paranoïaque, le suis-je ou caches-tu quelque chose que tu ne veux pas que je sache ? Dean se dirigea vers la porte. Je ne veux pas avoir cette conversation. Tu vois des problèmes qui n'existent pas. Si c'est vrai, alors ça ne te dérangera pas si j'emmène Lani voir le docteur Martinez pour un contrôle. Brin s'arrêta. Elle n'a pas besoin de médecin. Tous les enfants ont besoin de contrôles réguliers, pas maintenant, elle va bien. Alors pourquoi es-tu si contre ? Parce que tu cherches des problèmes qui n'existent pas. Cole observa le visage de sa femme, voyant la panique qu'elle essayait de cacher. Je l'emmène chez le médecin demain. Tu es vraiment désolé. Essaie de m'arrêter. Brin le fixa un long moment, puis quitta la pièce. Cole l'entendit descendre, probablement pour appeler Rory. Il vérifia son téléphone et ouvrit l'application appareil photo. Les 2 caméras fonctionnaient parfaitement, enregistrant tout. Maintenant, il n'avait plus qu'à attendre que Bean fasse son prochain geste. Cole se réveilla tôt et regarda les images de la caméra de la nuit précédente. À 23h47, Brin était descendu et avait passé un coup de fil dans la cuisine. Le son n'était pas assez clair pour distinguer les mots, mais son langage corporel était agité, faisant les 100 pas pendant qu'elle parlait. Il a enregistré le fichier vidéo et s'est préparé pour le travail. Au petit déjeuner de Cathy. Lani avait des cernes sous les yeux. Elle avait à peine touché à ses œufs brouillés que Brin lui a lancé « Mange ton petit déjeuner maintenant. » « Je n'ai pas faim, je m'en fiche, mange. » Cole a regardé Lani prendre une petite bouchée, les mains tremblant légèrement. Peut-être qu'elle tombe malade.
Les enfants perdent l'appétit quand ils ont quelque chose. Elle n'est pas malade, a dit Brun sèchement. Elle est juste difficile. Je pense toujours que nous devrions l'emmener chez le docteur Martinez. J'ai dit non, Cole a fini son café et s'est levé. Alors je l'emmènerai moi-même cet après-midi. Tu ne le feras pas. C'est ma fille, Tub Brun, et je suis sa mère. Je sais ce qui est le mieux pour elle. Cole se pencha et embrassa le front de Lani. Passe une bonne journée d'école, ma puce, à ce soir. Alors qu'il se dirigeait vers la porte, il entendit Brun dire quelque chose à Lani à voix basse. Cole ne comprenait pas les mots, mais la réponse de Lani fut un oui murmuré, Madame au travail. Cole n'arrivait pas à se concentrer. Il n'arrêtait pas de penser à la peur dans les yeux de sa fille, à la façon dont elle lui avait demandé de garder de mauvais secrets. Il avait déjà vu ce regard sur le visage d'enfant irakien qui avait été témoin de choses qu'aucun enfant ne devrait voir. Vers midi, son téléphone vibra, un appel de l'école de Lani. Monsieur Drayton, ici Madame Peterson, l'infirmière scolaire. Le sang de Cole se glaça. Est-ce que Lani va bien? Elle est dans mon bureau en ce moment. Elle dit qu'elle a mal au ventre et qu'elle semble très contrariée par quelque chose. Pouvez-vous venir la chercher? J'arrive tout de suite. Cole a dit à son superviseur qu'il avait une urgence familiale et s'est rendu à l'école primaire. Il a trouvé Lani assise sur un lit de camp dans le bureau de l'infirmière, l'air petite et malheureuse. Salut, mon chéri, je ne me sens pas bien. Elle a secoué la tête et l'a attrapée. Cole l'a soulevée, remarquant à quel point elle se sentait légère. A-t-elle mangé normalement à la maison? A demandé Madame Peterson doucement. Pas vraiment. Elle a picoré sa nourriture. Pendant la semaine dernière et s'est endormie. Elle semble très fatiguée. Madame Peterson a hoché la tête. Parfois, lorsque les enfants sont stressés ou contrariés par quelque chose, cela affecte leur appétit et leur sommeil. Y a-t-il eu des changements à la maison récemment? Cole a regardé Lani qui était pressée contre sa poitrine. Une certaine tension entre ma femme et moi, rien de grave. Eh bien, les enfants sont très sensibles à ce genre de choses. Vous devriez peut-être avoir une discussion familiale sur ce qui se passe, aidez-la à comprendre que ce n'est pas sa faute. Nous le ferons. Merci de m'avoir appelé. Pendant le trajet du retour, Cole a jeté un coup d'œil à Lani dans le rétroviseur. Voulez-vous parler de ce qui vous tracasse? J'ai vraiment mal au ventre. Je sais que c'est vrai, mais parfois, on a mal au ventre quand on s'inquiète. Y a-t-il quelque chose qui t'inquiète? Lani resta silencieuse un long moment. Est-ce que toi, maman, tu vas divorcer? La question frappa Cole comme un coup de poing. Pourquoi demandes-tu ça? Tu te disputes souvent? Et maman a dit qu'elle avait dit que tu pourrais nous quitter. Lani, regarde-moi. Cole s'arrêta et se tourna vers elle. Je ne te quitterai jamais, même si maman et moi avons des problèmes. Ça ne change rien à l'amour que je t'ai, tu comprends? Mais si tu devais choisir? Choisir quoi, maman ou moi? Cole sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Chérie, qui t'a dit que je devrais peut-être choisir entre toi et maman? Les yeux de Lani se remplirent de larmes. Je ne peux pas te le dire. J'ai promis. Certaines promesses ne sont pas faites pour être tenues, surtout si elles te font peur ou te rendent triste. Mais maman dit, qu'est-ce que maman a dit? Lani secoua la tête frénétiquement. Je ne peux pas. Je ne peux pas te le dire. Cole a débouclé sa ceinture de sécurité et a tiré Lani sur le siège avant avec lui. Elle s'est effondrée contre son torse en sanglotant, tout va bien, lui a-t-il murmuré dans les cheveux. Quoi qu'il en soit, nous allons le découvrir ensemble. Quand ils sont rentrés à la maison, la voiture de Brun était dans l'allée. Cole l'a trouvée dans la cuisine et son visage est devenu blanc en les voyant. Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi n'est-elle pas à l'école? Elle est tombée malade. L'infirmière m'a appelé pour que je vienne la chercher. Tu aurais dû m'appeler en premier. Tu ne répondais pas au téléphone. La mâchoire de Brun se serra. Eh bien, elle a l'air d'aller bien maintenant. Je vais m'occuper d'elle. En fait, je pensais rester à la maison avec elle aujourd'hui. Ce n'est pas nécessaire. Je peux m'occuper de ma propre fille, notre fille. La tension dans la pièce était si forte qu'elle était à couper. Lani se serra plus près de Cole. Je veux que papa reste, murmura-t-elle. Les yeux de Brun lancèrent des éclairs, va dans ta chambre, Lani.
Mais maintenant, Cole sentit Lani tressaillir. C'est bon, mon petit, vas-y, je monte dans une minute. Après la disparition de l'année à l'étage, Brun, allume-toi, Cole. Que crois-tu faire exactement? Prendre soin de ma fille malade? Elle n'est pas malade, elle se moque de toi. C'est une enfant de 8 ans, Brun. Elle ne se moque pas des gens. Tu serais surpris de ce dont les enfants sont capables quand ils veulent de l'attention. Cole étudia le visage de sa femme. Que se passe-t-il vraiment ici? Il ne se passe rien. C'est toi qui fais tout un plat pour rien. Alors pourquoi es-tu si énervé que je veuille passer du temps avec l'année? Parce que tu me sapes. Elle doit apprendre qu'elle ne peut pas courir vers papa chaque fois qu'elle n'aime pas quelque chose, je lui dis. Et que lui as-tu dit exactement? Le visage de Brun pâlit. Des choses parentales normales, des règles, des attentes, comme quoi? Comme garder les affaires de famille privées, ne pas répandre nos problèmes personnels à l'école. Cole sentit les pièces du puzzle s'emboîter. Quelles affaires de famille? Rien de précis, juste que tu sais comment les enfants parlent. Je ne veux pas qu'elle dise à ses professeurs qu'on s'est disputé. Alors tu lui as dit de garder des secrets. Je lui ai dit d'être discrète en la menaçant avec moi, laissant Brun bouche bée. Je n'ai jamais dit ça. Alors pourquoi pense-t-elle que je pourrais choisir entre elle et toi? Moi? Je ne sais pas, peut-être qu'elle nous a entendus nous disputer et a mal compris. Cole ne la croyait pas. Tous ses instincts alarmés lui criaient que Brun mentait. Je vais voir l'année, dit-il. Cole, attends. Il se retourna. On doit travailler ensemble. Elle est confuse et effrayée, et si on n'est pas unis, ça ne fera qu'empirer les choses. Alors aide-moi à comprendre de quoi elle a si peur. Brun, rapproche-toi, sa voix baissa. Elle a peur du changement, de l'effondrement de notre mariage. Elle a probablement perçu la tension entre nous et imaginé le pire scénario. Donc ça n'a rien à voir avec ta visite nocturne. Le visage de Brun perdit ses couleurs. Quel visiteur? L'homme que tu embrassais sur notre porche. Le sang-froid de Brun se brisa complètement. Je ne sais pas de quoi tu parles. Un grand brun, il conduit une berline, il s'appelle Rory. Elle ouvrit la bouche pour nier, puis sembla réaliser que c'était inutile. Tu m'as espionné. Je surveillais ma propre maison. Il y a une différence. Depuis combien de temps le sais-tu? Assez longtemps? La question est, depuis combien de temps ça dure? Brun s'affala sur une chaise de cuisine, les mains tremblantes. Ce n'est pas ce que tu crois. Alors explique-moi. C'est Rory. C'est un ami que nous avons rencontré à la salle de sport il y a quelques mois. Les amis ne se roulent généralement pas des pelles sur les porches des femmes mariées. C'est arrivé comme ça. J'étais seul, Cole. Tu n'es jamais là, jamais présent. Même quand tu es là, j'avais besoin de parler à quelqu'un. Alors tu as décidé d'avoir une liaison. Ce n'est pas une liaison, c'est... C'est compliqué. Cole sentit une rage froide monter dans sa poitrine. L'année est-elle au courant pour lui? Le silence de Brun était une réponse suffisante. Qu'a-t-elle vu? Rien, juste qu'elle nous a vu parler un soir parler, d'accord, peut-être qu'elle nous a vu nous embrasser, mais je lui ai expliqué que parfois les adultes s'enlacent et s'embrassent comme des amis et qu'elle croyait avoir 8 ans. Elle ne comprend pas les relations entre adultes. Cole repensa à la peur dans les yeux de sa fille, à la façon dont elle lui avait demandé de garder de mauvais secrets. De quoi l'as-tu menacée pour la faire taire? Je ne l'ai pas menacée, je lui ai juste expliqué que certaines choses sont privées en lui disant que je partirais si elle disait quoi que ce soit. Je n'ai jamais dit exactement ça. Alors qu'as-tu dit exactement? Bin a dressé ses remparts, se redressant. Je lui ai dit que les amitiés d'adultes sont compliquées et que te parler de Rory ne ferait que là. Blesser et aggraver nos problèmes de couple, et que si notre mariage s'effondrait, elle pourrait devoir choisir avec quel parent vivre. La vision de Cole est devenue rouge. Tu as manipulé une enfant de 8 ans pour qu'elle garde tes affaires secrètes en la menaçant d'abandon. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est exactement comme ça que ça s'est passé. Tu as fait croire à ma fille que me dire la vérité détruirait notre famille. J'essayais de protéger tout le monde. Tu essayais de te protéger. Cole s'est dirigé vers les escaliers puis s'est arrêté, ça s'arrête maintenant, Brun. Quoi qu'il en soit de cette histoire avec Rory, ça s'arrête aujourd'hui ou quoi, ou j'y mets fin pour toi.
Cole est monté et a trouvé l'année recroquevillée sur son lit, pleurant toujours doucement. « Dis donc, ma puce », il s'est assis à côté d'elle. « Il faut qu'on parle. » Elle leva les yeux vers lui avec des yeux rouges et gonflés. « Ai-je des ennuis ? » ?»« Non, ma chérie, tu n'as pas d'ennuis, mais je veux que tu saches que tu peux tout me dire, d'accord, peu importe ce que les autres t'ont dit, même si ça te blesse. Même dans ce cas. Parfois, la vérité fait mal, mais les secrets font encore plus mal. L'année s'est assise en s'essuyant le nez avec sa manche. « Papa, j'ai quelque chose à te dire. »« Je t'écoute. » « Maman a une amie qui s'appelle Rory et je les ai vus. Ils s'embrassaient comme des adultes. » Cole l'a prise dans ses bras. « Merci de me l'avoir dit, ça a dû faire peur. Maman a dit que ça te rendrait triste et en colère et que tu pourrais nous quitter. Je suis triste et en colère, mais pas contre toi, et je ne te quitterai jamais, quoi qu'il arrive entre maman et moi. Promis, promis. Mais l'année, est-ce que maman ou Rory t'ont déjà fait du mal? T'ont-ils déjà touché d'une manière qui t'ait mise mal à l'aise? Elle secoua vivement la tête, non, mais maman s'énerve vraiment quand je pose des questions sur Rory. Et elle dit, je ne peux parler de lui à personne, surtout pas à toi. Cole sentit ses poings se serrer. À partir de maintenant, tu n'as plus besoin de garder de secret pour personne. Si quelque chose te met mal à l'aise ou te fait peur, dis-le-moi tout de suite, d'accord? Et si quelqu'un, n'importe qui, te dit de ne rien me dire, viens me voir immédiatement. C'est réglé. Cole borda les nids pour la sieste et redescendit. Brun arpentait le salon, son téléphone collé à son oreille. Je dois y aller, dit-elle rapidement en le voyant raccrocher. Rory, elle n'a pas répondu. C'est fini, Bin. Quoi que vous ayez planifié, c'est terminé maintenant. Planifié, on ne planifie rien. On est juste amis, des amis qui discutent d'assurance vie. Le téléphone glissa des mains de Brun en claquant sur le sol. Tu l'écoutais. Je protégeais ma famille, chose que tu sembles avoir oubliée. Cole, je peux t'expliquer, non? J'ai assez entendu de mensonges pour aujourd'hui. Cole prit les clés de sa camionnette sur le comptoir. Je vais au magasin. Quand je reviendrai, je veux que le numéro de téléphone de Rory soit bloqué et je veux que tu me promettes que cette liaison est terminée. Et si je ne le fais pas, Cole se tourna vers sa femme, cette femme qu'il avait autrefois aimée plus que sa propre vie. Alors je m'assurerai que tu n'aies plus jamais l'occasion de manipuler notre fille. Il laissa Bin debout dans le salon et se rendit au magasin d'électronique. Si elle préparait quelque chose impliquant une assurance vie, et que sa fille était prise entre les deux, il avait besoin de plus que 2 caméras. C'est pourquoi, à son retour à la maison, Cole avait acheté 4 caméras supplémentaires, 2 détecteurs de mouvement et un enregistreur numérique assez petit pour être caché dans le sac à dos de Lani. Si Brun pensait pouvoir utiliser sa fille comme un pion dans n'importe quel jeu auquel elle jouait, elle était sur le point d'apprendre à quel point elle avait tort. Cole Drayton avait passé 4 ans à désamorcer des bombes en Irak. Il savait comment gérer les situations explosives et il était sur le point de montrer à sa femme que menacer sa fille était la plus grosse erreur qu'elle ait jamais commise. 2 jours plus tard, Cole installait un nouveau système d'automatisation à l'usine de robotique lorsque son téléphone a sonné. L'identification de l'appelant indiquait l'école de l'année. Monsieur Drayton, ici le directeur Anderson de l'école élémentaire Westfield. J'ai besoin que vous veniez à l'école immédiatement. Le sang de Cole s'est glacé. Que s'est-il passé? L'année s'est effondrée pendant le cours de maternelle. Les ambulanciers sont là et ils l'emmènent aux urgences du Sacré-Cœur. Effondrée? Que voulez-vous dire par effondrée? Elle courait des tours et est tombée. Elle est consciente mais très désorientée. Il pense qu'elle a peut-être été droguée. Les outils sont tombés des mains de Cole droguée. Qui a dit qu'elle était droguée? L'ambulancier a remarqué que ses pupilles étaient dilatées et qu'elle avait des difficultés d'élocution. Il traite cela comme un possible empoisonnement. Cole courait déjà vers son camion. Je les retrouverai à l'hôpital. Le trajet jusqu'au Sacré-Cœur a duré 12 minutes, les 12 minutes les plus longues de la vie de Cole. Il n'arrêtait pas de penser au comportement silencieux de l'année ces derniers jours, à sa façon de picorer sa nourriture, aux cernes sous ses yeux. Quelqu'un avait empoisonné sa fille. Cole a fait irruption par les urgences et s'est précipité à l'accueil, ma fille l'année Drayton. Elle venait d'arriver par la salle d'ambulance 7. L'infirmière a dit, le docteur Kim est avec elle. Cole a trouvé l'année allongée sur un lit d'hôpital, 4 dans son petit bras.
Elle paraissait pâle et fragile sous les néons. Papa, sa voix était rauque, comme si elle parlait à travers du coton. Je suis là, ma puce. Cole lui a pris la main libre, luttant pour garder une voix ferme. Comment vous sentez-vous? Tout semble bizarre. Le docteur Kim, une femme frêle d'une quarantaine d'années, a pris Cole à part. Monsieur Drayton, je vais être direct avec vous. Votre fille a reçu une quantité importante de sédatifs. D'après les analyses de sang que nous avons effectuées, j'estime qu'elle les a ingérés au cours des 2 dernières heures. Quel genre de sédatif? Du lorazepam? C'est un médicament anti-anxiété délivré sur ordonnance, parfois appelé Ativan, auquel un enfant de 8 ans ne devrait pas avoir accès. Cole réfléchit à la dose nécessaire pour provoquer les symptômes qu'elle ressent, confusion, somnolence, troubles de l'élocution. Chez un enfant de sa taille, cette dose aurait pu être dangereuse si on lui en avait administré davantage. Serait-ce accidentel? Le docteur Kim avait l'air sombre. Monsieur Drayton, ce médicament a un goût très amer. Un enfant n'en consommerait pas une telle quantité par accident, à moins qu'elle ne soit cachée dans un jus, du lait, quelque chose d'assez sucré pour masquer le goût. Cole pensa au petit déjeuner. Ce matin-là, Bean avait préparé le jus d'orange de Lani pendant qu'il se préparait pour le travail. Elle avait insisté pour que Lani le boive en entier. « Docteur, je dois vous demander quelque chose et j'ai besoin que vous me disiez la vérité. Serait-ce intentionnel ?» Le docteur Kim étudia son visage. « Vous demandez si quelqu'un a délibérément donné ce médicament à votre fille? » Oui, compte tenu du dosage et du mode d'administration, je dirais que c'est une possibilité à envisager. Monsieur Drayton, la loi m'oblige à signaler toute suspicion de maltraitance infantile aux autorités. Le faire? Je dois aussi vous demander, est-ce que vous, votre femme, prenez du lorazepam, et pas moi? Je ne sais pas pour ma femme. Nous devrons lui parler à son arrivée. Elle arrive. L'école a appelé les 2 parents. 15 minutes plus tard, Brun se précipita aux urgences. Cole l'observait par la petite fenêtre de la porte de Lani, larmes, geste dramatique, exigeant de parler immédiatement au médecin. Lorsqu'elle entra dans la pièce, la réaction de Lani fut immédiate et révélatrice. Elle se serra plus fort contre Cole, resserrant sa prise sur sa main. « Oh mon Dieu, bébé, que s'est-il passé ?» Brun tendit la main vers Lani, mais leur fille s'écarta. « Elle est sous sédatif, » dit Cole doucement. Quelqu'un lui lança un regard noir à Pam. Le visage de Brun devint blanc. « C'est impossible. Comment a-t-on pu obtenir quelque chose comme ça? C'est ce que nous essayons de comprendre. » Le docteur Kim est revenu avec un policier. Cole n'a pas reconnu M et Madame Drayton. Ici l'inspecteur Luan Briscoe. Elle doit vous poser quelques questions. L'inspecteur Briscoe était une grande femme aux cheveux argentés et au regard perçant qui ne manquait de rien. Elle avait l'air de quelqu'un qui avait tout vu et qui n'en croyait pas grand-chose. Madame Drayton, commença-t-elle. Prenez-vous des médicaments sur ordonnance? Quelques-uns, rien de grave. Prenez-vous du lorazepam? Brun hésita un peu trop longtemps. Oui, pour l'anxiété, mais je le garde sous clé dans mon armoire à pharmacie. Quand avez-vous vérifié pour la dernière fois s'il en manquait? Je ne sais pas. Je ne compte pas les pilules. L'inspecteur Briscoe prit une note. Monsieur Drayton, avez-vous accès aux médicaments de votre femme? Je ne savais même pas qu'elle les prenait jusqu'à maintenant. Briscoe se tourna vers Brun. Qu'a pris votre fille au petit déjeuner ce matin? Les céréales habituelles, du jus d'orange, du pain grillé. Qui a préparé le repas? Je l'ai fait. Quelqu'un d'autre avait-il accès à la nourriture ou aux boissons? Non, juste moi. Cole observa attentivement le visage de Brun. Elle mentait et il pouvait le prouver. L'inspecteur Cole dit, j'aimerais vous parler en privé. Ils sortirent dans le couloir, laissant Brun avec Lani et le docteur Kim. Il y a quelque chose que vous devez savoir. Cole dit, ma femme a une liaison avec un homme nommé Rory. Je les ai entendus parler de police d'assurance vie. L'inspecteur Briscoe haussa les sourcils. Quand était-ce? Il y a 3 nuits, ma fille les a vus ensemble et ma femme l'a menacé de garder le secret. Il lui a dit que me le dire briserait notre famille et que Lani pourrait devoir choisir avec quel parent vivre. Et vous pensez que votre femme a drogué votre fille? Je pense que quelqu'un l'a fait, et la seule personne qui a eu accès à sa nourriture ce matin était Brun.
Briscoe hocha la tête. J'aurais besoin que vous veniez au poste demain pour faire une déposition officielle et, monsieur Drayton, ne quittez pas votre fille des yeux, je ne le ferai pas. Lorsqu'il revint dans la chambre, le docteur Kim expliqua à Brin que l'année devrait passer la nuit en observation. Je vais rester avec elle, dit immédiatement Brin. En fait, je pense que je devrais rester. Cole rétorqua, elle a besoin de ta mère. Cole regarda Laney, qui fixait sa mère avec une peur évidente. Laney Annie, avec qui veux-tu rester ce soir? Toi, papa. Le visage de Brin se décomposa. Ma chérie, maman veut prendre soin de toi. Je veux, papa. C'est réglé. Puis l'inspecteur Briscoe dit que monsieur Drayton resterait avec l'enfant ce soir. Après le départ de Brin, promettant de revenir demain matin avec des vêtements propres, Cole s'assit à côté du lit de Laney. Elle luttait contre le sédatif, essayant de rester éveillée. Papa, est-ce que ça va aller? Oui, ma chérie, ça va aller. Étais-je empoisonné? La question brisa le cœur de Cole. On t'a donné un médicament qui t'a rendu malade, mais les médecins prennent bien soin de toi, était-ce maman? Cole hésita. Il avait promis de ne jamais lui mentir, mais la vérité était trop dure à supporter pour un enfant de 8 ans. Je ne sais pas encore, mais je vais le découvrir. J'ai peur, je sais que tu as peur, mais je ne laisserai plus personne te faire de mal. Laney s'est finalement endormie vers 22 heures. Cole est resté éveillé toute la nuit à la surveiller et à penser à ce que l'inspecteur Briscoe avait dit, ne laisse pas ta fille hors de vue. Qu'il ne le ferait plus jamais. Mais d'abord, il allait s'assurer que celui qui avait empoisonné sa petite fille paie pour ce qu'il avait fait. Et si cette personne était sa femme, alors Brin était sur le point d'apprendre que menacer la fille de Cole Drayton était la dernière erreur qu'elle ferait. Le lendemain matin, Brin est arrivée à l'hôpital avec un petit sac de voyage et un bouquet de fleurs. Elle s'était coiffée et maquillée. Cole l'a remarqué comme si elle se préparait pour un spectacle. « Comment va-t-elle » demanda Brin en déposant les fleurs sur la table de chevet. « Elle va mieux. Le médecin dit qu'elle peut rentrer cet après-midi. » Laney était réveillée, mais encore groggy, picorant son plateau de petit déjeuner. Lorsqu'elle vit sa mère, elle cessa de manger et observa Brin d'un air las. « Salut, ma chérie, maman t'a apporté des vêtements propres. » La voix de Brin était claire, artificiellement joyeuse, et je suis passé à la librairie pour t'acheter le livre que tu voulais sur les chevaux. Merci, Laney, dit-elle doucement. Le docteur Kim apparut sur le seuil. Bonjour, comment va notre patiente? Beaucoup mieux. Cole répondit, quand pouvons-nous la ramener à la maison? J'aimerais la garder jusqu'à cet après-midi, juste pour être sûr que le médicament soit complètement éliminé de son organisme. Mais elle devrait pouvoir rentrer vers 15 heures. Merveilleux. Brin dit, j'ai déjà appelé son école pour les prévenir qu'elle ne reviendra pas avant lundi. Madame Drayton, le docteur Kim dit, l'inspecteur Briscoe aimerait vous parler à nouveau avant la sortie de l'année. Le sourire de Brin vacilla. Bien sûr, je ferai tout ce que je peux pour aider. 20 minutes plus tard, l'inspecteur Briscoe arriva avec un jeune officier. Cole ne s'aperçut pas qu'elle portait un petit enregistreur numérique. Madame Drayton, j'aimerais revenir sur la chronologie d'hier. Parfois, les gens se souviennent de détails qu'ils avaient oubliés la première fois, bien sûr. À quelle heure vous êtes-vous levé? Hier matin, vers 6h30. Je me lève toujours tôt pour préparer le petit déjeuner et préparer l'année pour l'école. Et qu'avez-vous préparé pour le petit déjeuner? Des céréales, des Cheerios et du jus d'orange. Elle avait aussi mangé une tartine avec de la confiture de fraises. Avez-vous mangé la même chose? Brin hésita. Je viens de prendre un café. Je ne suis pas vraiment du genre à prendre un petit déjeuner. Et votre mari? Il a pris un café et des toasts. Il est généralement pressé d'aller au travail. Cole écouta sa femme mentir avec aisance à un inspecteur de police et sentit quelque chose mourir en lui. La femme qu'il avait épousée, la mère de son enfant, dissimulait le fait qu'elle avait empoisonné leur fille. Madame Drayton, vous avez mentionné prendre du lorazepam pour l'anxiété. Depuis combien de temps le prenez-vous? Environ 6 mois. Mon médecin me l'a prescrit lorsque j'avais des troubles du sommeil. Le prenez-vous régulièrement, seulement quand j'en ai besoin? Peut-être 1 ou 2 fois par semaine? Où l'avez-vous pris pour la dernière fois? Le regard de Bean se posa sur Cole. Puis, de nouveau sur l'inspecteur, je ne suis pas sûr,
peut-être il y a 3 jours, et vous gardez le médicament sous clé dans mon armoire à pharmacie. Oui, nous aimerions examiner le flacon si cela ne vous dérange pas. Bien sûr, je ferai tout ce que vous voudrez. L'inspecteur Briscoe a pris une autre note. Madame Drayton, votre fille a-t-elle déjà montré de l'intérêt pour vos médicaments? Les enfants pensent parfois à des pilules ou à des bonbons, jamais. L'année sait qu'il ne faut pas toucher aux médicaments, mais elle n'aurait peut-être pas su qu'elle en prenait s'ils étaient mélangés à autre chose. Je suppose que c'est possible, mais je ne vois pas comment cela pourrait arriver. Cole en avait assez entendu. Inspecteur Briscoe, puis-je vous parler? Dehors, il retourne dans le couloir, laissant l'autre policier avec Brun et Laney. Elle ment. Cole a dit catégoriquement à propos de quoi précisément? Tout. Elle a préparé le jus d'orange spécialement pour Laney hier matin, en faisant tout un plat pour s'assurer qu'elle le boive entièrement. Pouvez-vous le prouver? Cole a sorti son téléphone et a ouvert l'application appareil photo. J'ai installé des caméras de sécurité chez moi. J'ai des images de tout ce qui s'est passé hier matin. Le regard de l'inspecteur Briscoe s'est aiguisé. Pourquoi avez-vous installé des caméras? Parce que je soupçonnais que quelque chose n'allait pas. Ma fille avait peur, elle perdait du poids, ne dormait pas, et j'étais au courant de la liaison. Vous avez des images de votre femme préparant le petit déjeuner de votre fille. Je devrais laisser les caméras fonctionner en continu. Monsieur Drayton, j'ai besoin de voir ces images immédiatement. Elles sont stockées dans le cloud. J'y peux accéder d'ici. Cole a récupéré la vidéo d'hier matin. L'horodatage indiquait 7h23 à l'écran. Brun se déplaçait dans la cuisine en préparant le petit déjeuner. Elle versa du jus d'orange d'une brique dans un verre, puis ouvrit un petit flacon de pilule et y versa quelque chose. Fils d'un détective, Briscoe respire. La vidéo montre Brun remuant le jus avec une cuillère, puis appelant Laney pour qu'elle vienne prendre le petit déjeuner. Lorsque Laney dit qu'elle n'a pas faim, Brun insiste pour qu'elle boive le jus. Ceci est la preuve d'une tentative de meurtre. L'inspecteur Briscoe dit, que se passe-t-il maintenant? J'arrête votre femme. Il retourne à la chambre d'hôpital où Bryn est assis à côté du lit de Laney, lui caressant les cheveux. Cole remarque que Laney est tendue sous le contact de sa mère. Madame Drayton, l'inspecteur Briscoe dit, j'ai besoin que vous veniez avec moi. Pourquoi? Je vous ai tout dit. Je sais que vous êtes en état d'arrestation pour mise en danger d'enfant et administration d'une substance nocive à un mineur. Le visage de Brun devient blanc. C'est ridicule. Je ne ferai jamais de mal à ma fille. Madame, levez-vous et mettez vos mains derrière le dos. C'est une erreur. Cole, dites-leur que c'est une erreur. Cole regarde sa femme, cette femme qui a empoisonné leur enfant. À quoi? Se débarrasser de Laney pour qu'elle puisse s'enfuir avec son petit ami et toucher son assurance vie. Il ne pouvait même pas imaginer le niveau d'égoïsme et de cruauté que cela nécessiterait. La seule erreur, dit doucement Cole, était de te croire capable d'être mère, tandis que l'inspecteur Briscoe menottait Brun. Elle se tourna vers Laney, bébé, dis à la maman qu'il ne t'a pas fait de mal. Dis-leur que c'était un accident. Laney se serra plus près de Cole, les larmes aux yeux. Je veux mon papa. Tu fais une énorme erreur, dit Brun alors qu'il l'emmenait. Je suis sa mère, je l'aime. Après leur départ, Cole prit sa fille dans ses bras pendant qu'elle pleurait. Le docteur Kim ferma doucement la porte, leur laissant de l'intimité. Maman a-t-elle des ennuis? Demanda Laney. Oui, ma chérie, elle en a, parce qu'elle m'a rendu malade. Laney avait la gorge serrée parce qu'elle t'a fait du mal et que ceux qui font du mal aux enfants doivent en subir les conséquences. Est-ce qu'elle rentre à la maison? Non, ma puce, elle ne rentre pas. Laney resta silencieuse un long moment. Es-tu triste? Cole réfléchit à la question. Était-il triste ou soulagé que la vérité éclate enfin? Je suis triste que maman ait fait de mauvais choix, dit-il finalement, mais je ne suis pas triste que tu sois en sécurité maintenant. On sera juste toi et moi pour l'instant? Oui, ça te va? Laney hocha la tête contre sa poitrine. Je préfère quand on est seul. Cole ferma les yeux et serra sa fille plus fort. Il avait passé 4 ans dans un rocher à protéger des inconnus des bombes placées au bord de la route. Maintenant, il allait passer le reste de sa vie à protéger sa fille de la bombe qui vivait dans leur propre maison, la bombe nommée Brun. Cole ramena Laney de l'hôpital cet après-midi-là dans une maison qui semblait différente sans la présence de Brun, plus propre en quelque sorte,
comme si un gaz toxique avait enfin été évacué. Après avoir installé l'année sur le canapé avec ses livres et de la soupe, Cole alla chercher les images de la caméra de sécurité sur son ordinateur portable. Il n'avait montré à l'inspecteur Briscoe que la vidéo du petit déjeuner, mais il y avait bien plus. Il commença par la nuit. Il avait d'abord vu Rory parcourir des heures d'enregistrement. Les caméras avaient tout filmé, Brun laissant Rory entrer dans la maison, leur conversation dans la cuisine, leur évidente intimité. Mais c'est l'audio qui a glacé le sang de Cole, les enfants devenant un problème. La voix de Rory disait clairement dans les haut-parleurs, « Je t'ai dit que je m'en occupais en la droguant. C'est ta solution. C'est temporaire, juste en attendant qu'on trouve une solution à long terme. » Et quel est exactement le plan à long terme? Brun, on s'en tient à ce dont on a discuté. L'assurance vie indemnise double en cas de décès accidentel. Il suffit d'une bonne occasion. Les poings de Cole se serrèrent. Il ne parlait pas seulement de droguer l'année pour la faire taire. Il projetait de le tuer. Il fit défiler d'autres images rapidement, découvrant conversation après conversation entre Brun et Rory. Il préparait ça depuis des mois. Cette liaison n'était que le début. Il voulait la mort de Cole et utiliser l'année comme exercice, testant la dose de sédatif qu'il pouvait lui administrer sans éveiller les soupçons. Cole a fait plusieurs copies de chaque fichier vidéo pertinent. Il les a téléchargés sur 3 comptes de stockage cloud différents, les a enregistrés sur 2 clés USB et a envoyé des copies cryptées à une adresse email dont Bin ignorait l'existence si quelque chose lui arrivait. Cette preuve garantirait que Brun et Rory ne toucheraient plus jamais sa fille. Son téléphone a sonné, inspecteur Briscoe. Monsieur Drayton, nous avons fouillé votre maison cet après-midi. Nous avons trouvé le flacon de lorazepam dans l'armoire à pharmacie de votre femme. Il est presque vide. Elle l'utilise régulièrement sur l'année, c'est ce que nous soupçonnons. Nous avons également trouvé des objets intéressants dans sa chambre, un deuxième téléphone portable, des papiers liés à des polices d'assurance vie et un carnet avec ce qui semble être une chronologie. Cole a eu l'estomac noué. Quel genre de chronologie? Des dates et des notes sur votre emploi du temps de travail, vos absences, les heures où l'année serait à l'école. On dirait qu'il préparait quelque chose. Monsieur Drayton, inspecteur, j'ai d'autres images que vous devez voir. On y voit ma femme et ce Rory discuter de ma police d'assurance vie. Combien d'heures d'images supplémentaires? Et ça empire. J'aurais raison. Plus d'une heure plus tard, l'inspecteur Briscoe était assis dans le salon de Cole, regardant vidéo après vidéo de Brun et Rory planifiant le meurtre de Cole. Son expression s'assombrissait à chaque révélation. Il ne s'agit pas seulement de la liaison, dit-elle finalement, il prévoyait de vous tuer. Je sais, monsieur Drayton, j'ai une question à vous poser et je veux que vous réfléchissiez bien avant de répondre. Avez-vous remarqué des changements dans votre propre santé ces derniers temps? Vous vous sentez fatigué, vous avez des vertiges, quelque chose d'inhabituel? Cole repensa à ces dernières semaines. En fait, oui, j'ai été épuisé, même quand je dors suffisamment, et j'ai eu des problèmes d'estomac. Que mangez-vous au petit déjeuner? Généralement, juste du café et du pain grillé. Qui fait le café? La réalisation a frappé Cole comme une poubelle de camion. Elle a toujours une cafetière prête quand je me lève. Nous devons analyser votre sang pour un faible taux de razipam. Si elle vous a également drogué, même à petite dose, cela pourrait expliquer les symptômes. Cole regarda vers le salon où Elanie lisait. Elle s'entraînait sur nous deux. On dirait bien, de petites doses pour vous fatiguer et vous rendre moins alerte, des doses plus importantes pour que l'année la fasse taire sur ce qu'elle avait vu, et puis ils allaient faire passer ma mort pour un accident d'après ce que j'ai vu dans ce carnet. Oui, ils avaient prévu plusieurs scénarios, une chute au travail, un accident de voiture, même quelque chose qui ressemblerait à une crise cardiaque. Cole sentit la rage monter dans sa poitrine, mais aussi autre chose, du soulagement. Pendant des semaines, il savait que quelque chose n'allait pas, mais n'arrivait pas à mettre le doigt dessus. Maintenant, il savait qu'il ne devenait pas fou. Sa femme avait vraiment essayé de le tuer. Que se passe-t-il ensuite? Nous arrêtons Rory et les accusons tous les deux de complot en vue de commettre un meurtre, en plus des accusations de mise en danger d'enfants. Monsieur Drayton, vous et votre fille avez beaucoup de chance d'être en vie. Qu'en est-il de la caution? Avec autant de preuves? Je soutiendrai qu'ils présentent tous deux un risque de fuite et un danger pour vous et l'année. Un juge pourrait refuser la libération sous caution. Après le départ de l'inspecteur Briscoe, Cole s'est assis avec l'année pendant qu'elle dînait.
Elle grignotait à nouveau sa nourriture, mais cette fois, c'était un comportement normal d'enfant, pas le résultat d'une intoxication lente. Papa, ça va? Tu as l'air triste. Je ne suis pas triste, ma fille, je pense juste à maman. Cole a étudié le visage de sa fille. Elle méritait de l'honnêteté, mais une honnêteté adaptée à son âge. L'année, tu sais comment on a parlé des gens qui font de mauvais choix. Elle a hoché la tête. Eh bien, maman a fait de très mauvais choix et à cause de ses choix, elle ne peut plus rentrer à la maison jamais, pas avant très longtemps. L'année est restée silencieuse un instant, remuant sa soupe avec sa cuillère. Papa, maman essayait-elle de me faire du mal exprès? La question a transpercé le cœur de Cole. Oui, ma chérie, elle était ce que je ne sais pas. Parfois, les gens font des choses qui n'ont aucun sens pour nous tous. Vas-tu essayer de me faire du mal? Jamais, je ne te ferai jamais, jamais de mal, tu le promets, je te le promets. Cette nuit-là, après que l'année se soit endormie, Cole traversa la maison, la voyant avec des yeux nouveaux, la cuisine où Bryn avait préparé des repas empoisonnés. Le salon où elle avait planifié son meurtre avec son petit ami. La chambre où elle avait fait semblant de l'aimer tout en complotant sa mort. Il alla dans la chambre d'Amy et commença à emballer les vêtements de Bryn dans des cartons. Il voulait que toute trace d'elle disparaisse avant que l'année Annie ne se réveille, il vida les tiroirs de la commode. Il trouva d'autres preuves de la tromperie de sa femme, des relevés de cartes de crédit montrant des dîners coûteux et des frais d'hôtel. Il n'avait jamais entendu parler d'un deuxième permis de conduire avec une adresse différente, d'un compte bancaire à son nom seulement avec plus de 30 000 $ dedans. Elle avait prévu de disparaître. Après sa mort et l'argent de l'assurance reçue, elle et Rory allaient recommencer ailleurs, laissant probablement l'année se débrouiller seule. Cole a porté les cartons jusqu'au garage et les a jetés à la benne. Il est ensuite rentré et a verrouillé la porte d'entrée. Demain, il s'assurerait que Bean et Rory n'aient jamais l'occasion de nuire à la famille de qui que ce soit. Le lendemain matin, Cole s'est déclaré malade et s'est rendu au cabinet Patterson Williams & Associates. Il avait fait des recherches en ligne sur les avocats spécialisés en droit de la famille et Sarah Patterson avait la meilleure réputation pour gérer les affaires complexes de garde d'enfants. Maître Drayton Patterson a déclaré, après avoir examiné le dossier de preuves apporté par Cole, que c'était l'un des cas les plus clairs que j'ai jamais vus. Quelles sont mes chances d'obtenir la garde complète avec ces preuves? 100%. Votre femme ne perdra pas simplement la garde, elle ne reverra probablement jamais votre fille, sauf sous surveillance judiciaire. Qu'en est-il des accusations criminelles? D'après ce que vous m'avez montré, elle risque plusieurs crimes, complot en vue de commettre un meurtre, mise en danger d'enfant, administration de substances nocives à un mineur. Elle pourrait encourir 20 ans de prison ou plus. Cole sentit une certaine tension dans sa poitrine se relâcher. Combien de temps durera la procédure pour une garde d'urgence? Je peux déposer les documents cet après-midi. Nous demanderons une audience immédiate, compte tenu des accusations criminelles portées contre votre femme, puis nous attendrons le procès pénal. Si elle est reconnue coupable, la question de la garde devient théorique. Mais même si elle parvient à se soustraire aux accusations criminelles, les preuves dont vous disposez sont largement suffisantes pour mettre fin à ses droits parentaux. Cole a signé un mandat de représentation et a autorisé Patterson à déposer une demande de garde d'urgence avant 17 h. Les droits parentaux de Bryn avaient été temporairement suspendus dans l'attente d'une audience. Ce soir-là, l'inspecteur Briscoe a appelé pour donner des nouvelles. Nous avons arrêté Rory Maddox cet après-midi. Il a essayé de s'enfuir en nous voyant arriver, mais il n'est pas allé bien loin. A-t-il parlé? Oh, il a parlé, a chanté comme un canari une fois qu'il a réalisé qu'on l'avait tué, à droite. Apparemment, toute l'affaire était l'idée de votre femme. Je ne suis pas surpris. D'après Rory, Bryn l'a contacté il y a 6 mois avec ce plan. Elle avait déjà souscrit une assurance vie et cherchait quelqu'un pour l'aider à faire passer votre décès pour un accident, et il a accepté un partage 50-50e de l'argent de l'assurance. Oui, il prévoyait de simuler votre mort comme un accident du travail, quelque chose impliquant l'équipement robotique avec lequel vous travaillez. Cole repensa à toutes les nuits où il avait travaillé seul dans le laboratoire à chaque fois. Il aurait pu être saboté sans que personne ne le sache quand, selon Rory, il prévoyait de passer à l'action la semaine prochaine. Il voulait s'assurer que l'année était suffisamment droguée pour qu'elle ne puisse pas donner un témoignage cohérent sur ce qu'elle aurait pu voir. Qu'en est-il de la caution pour eux deux? Refusé, a convenu le juge.
Ils présentent tous deux des risques de fuite et un danger pour vous et votre fille. Après que l'inspecteur Briscoe ait raccroché, Cole était assis dans sa cuisine à regarder l'endroit où Brun avait l'habitude de faire son café. Chaque matin pendant 6 mois, elle l'empoisonnait lentement et planifiait sa mort et il ne s'était jamais douté de rien. Mais maintenant, elle était enfermée, Rory était enfermé et l'année était en sécurité. Cole se versa une tasse de café de la cafetière qu'il avait préparée lui-même et la leva dans un toast silencieux. Fin de la partie Brun, tu as perdu. Pendant que Brun et Rory étaient en prison, Cole commença à monter systématiquement le dossier qui les y garderait pour toujours. Il avait appris la patience et le souci du détail dans l'armée et maintenant il appliquait ses compétences à détruire la vie de sa femme avec la même précision qu'il avait autrefois utilisée pour désamorcer des explosifs. Il envoya d'abord des copies des preuves vidéo à la conseillère scolaire de l'année, Madame Chin, Monsieur Drayton. Elle a dit quand elle l'a rappelé, « J'ai contacté les services de protection de l'enfance. Ils voudront interroger l'année, mais d'après ce que vous m'avez montré, il ne fait aucun doute qu'elle était systématiquement maltraitée. Les services de protection de l'enfance vont-ils me la retirer? Pas à moins qu'ils ne trouvent des preuves de votre implication, ce qui n'est clairement pas le cas. En fait, votre action rapide pour la protéger jouera en votre faveur. Bien, je veux que ce soit documenté officiellement. Ce sera le cas, et, Monsieur Drayton, cette petite fille a de la chance de vous avoir comme père. » Ensuite, Cole a contacté sa compagnie d'assurance pour signaler la tentative de fraude. L'enquêteur des réclamations, une femme avisée nommée Davis, a examiné les preuves et a sifflé doucement. « Monsieur Drayton, votre femme a failli commettre le meurtre parfait. Si vous ne l'aviez pas remarqué à temps, vous seriez mort et elle aurait touché $1 million d'indemnité. Pouvez-vous aider à monter le dossier contre elle, déjà commencé? Nous coopérons pleinement avec le bureau du procureur. » Fraude à l'assurance. Cette élaboration porte de sérieuses accusations fédérales en plus des accusations d'État auxquelles elle est déjà confrontée. Cole a également contacté le docteur Martinez, le pédiatre de l'année, et a organisé un examen physique complet. Les analyses de sang ont confirmé ce qu'il soupçonnait déjà, l'année recevait des doses régulières de faible razopam depuis des semaines, peut-être des mois. La bonne nouvelle, a déclaré le docteur Martinez, c'est qu'il ne semble pas y avoir d'effet permanent. Les enfants sont remarquablement résilients. Et psychologiquement? Je recommanderais des conseils. Elle a vécu une expérience traumatisante et elle aura besoin d'aide pour traiter ce qui s'est passé. Déjà arrangé, nous commençons la semaine prochaine. Chaque élément de preuve, chaque rapport médical, chaque avis d'expert renforce l'affaire contre Brun et Rory. Cole a documenté tout méticuleusement, construisant un mur de preuves qui serait impossible à grimper. Mais il n'avait pas encore fini. Cole a passé des heures à rechercher Rory Maddox en ligne. Il a trouvé des comptes de médias sociaux, des dossiers d'emploi, même des violations de la circulation. Ce qu'il a découvert a peint un tableau d'un homme ayant des antécédents de ciblage des femmes vulnérables à des fins financières. Rory avait été marié 2 fois avant la fin des mariages lorsque les sages ont découvert qu'il les avait volés. Il n'avait jamais été inculpé parce que les montants étaient petits et les femmes voulaient tout simplement qu'il partait. Mais cette fois était différente. Cette fois, Cole avait des preuves de complot pour commettre un meurtre. Cole a tout compilé dans un dossier complet et l'a envoyé au détective Briscoe et au bureau du procureur de district. Il voulait s'assurer qu'ils avaient toutes les munitions dont ils avaient besoin. Son téléphone bourdonnait d'un texte d'un numéro inconnu, « Vous avez détruit ma vie. » Ce n'est pas fini. Cole a capturé le message et l'a transmis au détective Briscoe. Il a ensuite bloqué le nombre que Brun pensait qu'elle pouvait l'intimider de prison. Elle était sur le point d'apprendre le contraire. Le détective Briscoe a demandé une réunion avec Cole au poste de police. À son arrivée, elle l'a conduit dans une salle d'interview où la procureure de district Rebecca Santos attendait. Monsieur Drayton Santos a déclaré, « Nous voulions vous mettre à jour sur l'affaire et discuter de notre stratégie. » J'écoute. Sur la base des preuves que vous avez fournies, nous déposons des accusations de complot de meurtre en premier degré contre les 2 défendeurs. Terrain, nous avons également exécuté un mandat de perquisition sur l'appartement de Rory. Sabotage l'un des bras robotiques de votre lieu de travail. Un dysfonctionnement qui vous a écrasé. Cole sentit son sang-froid quand, cette semaine, il n'attendait que le bon moment où vous travaillez seul. Monsieur Drayton Santos a poursuivi, « Nous voulons offrir à votre femme un accord de plaidoyer. » Quel genre d'accord? 25 ans sans libération conditionnelle en échange de sa pleine coopération pour témoigner contre Rory?
L'expression de Cole a durci, pas d'accord. Monsieur Drayton, je comprends votre colère, mais un accord de plaidoyer garantit qu'elle va en prison pendant très longtemps. Et qu'obtient Rory si votre femme témoigne contre lui? Probablement la vie sans libération conditionnelle. Je veux qu'ils aient tous les deux la vie. Santos et Briscoe exchangent des regards. Monsieur Drayton, avec les preuves que nous avons, c'est possible, mais les procès sont imprévisibles. Un accord de plaidoyer supprime l'incertitude. Non, je veux qu'ils fassent face à un jury pour ce qu'ils ont fait à ma fille. Je veux que le monde sache quel genre de personnes ils sont, même si cela signifie qu'ils pourraient obtenir des phrases plus légères. Cole se pencha en avant. Détective, tu m'as dit que c'était l'une des plus clairs cas que vous avez jamais vues. Alors prouvez-le devant le tribunal. Santos acquiesça lentement. Très bien, nous allons procéder au procès, mais, monsieur Drayton, nous aurons besoin de votre fille pour témoigner. Elle a 8 ans. Je sais que nous prendrons toutes les précautions pour le rendre aussi simple que possible pour elle, mais son témoignage concernant la menace et la drogue est crucial pour l'affaire. Cole a pensé à mettre l'année à travers le traumatisme de témoigner contre sa mère. Mais ensuite, il a réfléchi à ce qui se passerait si Brin et Rory avaient des peines légères et finalement sortis de prison. Quelles précautions, la salle d'audience fermée, témoignage vidéo, psychologue enfant présent. Nous nous assurerons qu'elle est protégée, d'accord, mais je veux être là avec elle, bien sûr. Alors que Cole quittait le poste de police, son téléphone a sonné, Sarah Patterson, son avocat. Cole, je viens d'entendre le bureau du DA. Êtes-vous sûr de vouloir être jugé? Je suis sûr que cela va être dur pour l'année, plus difficile que de vivre dans la peur que sa mère puisse sortir de prison tôt. Patterson était calme un instant. Vous savez ce que vous avez raison. Bourrisons-les. Ce soir-là, Cole s'est assis avec l'année pendant qu'elle faisait ses devoirs. Elle revenait lentement à la normale, mangeait mieux, dormait dans la nuit, souriant plus souvent. Papa, Madame Patterson m'a appelé aujourd'hui. Cole leva les yeux. Elle l'a fait. Elle a expliqué le procès, sur la façon dont je pourrais avoir à dire au juge ce que maman a fait. Avez-vous un peu peur? Mais Madame Patterson a dit que vous seriez là avec moi. Je le ferai. Et tu sais quoi? Tu es l'enfant le plus courageux que je connais, plus courageux que les enfants que tu as rencontrés dans l'armée. Cole sourit, beaucoup. Bravé, papa, ouais, je suis content que maman ne puisse plus rentrer à la maison. La simple honnêteté de celle-ci a brisé le cœur de Cole et l'a guéri en même temps. Moi aussi, Kiddo moi aussi. 2 semaines plus tard, Cole a reçu un appel du détective Briscoe. Nous avons un problème. Elle a dit. Votre femme veut vous voir, absolument pas. Elle prétend qu'elle a des informations sur d'autres victimes potentielles, donc elle ne fera que vous parler. Cole sentit sa mâchoire serrée. C'est un piège, probablement, mais le DA veut entendre ce qu'elle a à dire, juste au cas où. Ensuite, elle peut parler au DA. Elle refuse, dit que c'est toi ou rien. Cole y pensa. Une partie de lui voulait voir Brin face à face, la regarder dans les yeux et lui faire savoir exactement ce qu'il pensait d'elle. Mais la partie rationnelle de son esprit, la partie formée pour repérer des embuscades, lui a dit de rester à l'écart. Si j'accepte cela, je veux que la conversation soit enregistrée et je veux que mon avocat présentait. 3 jours plus tard, Cole s'est assis en face de sa femme dans une petite salle d'interview à la prison du comté. Bean avait l'air terrible, pâle, mince. Ses cheveux ne sont pas lavés. La combinaison orange la faisait paraître plus âgée, plus difficile. Bonjour, Cole Brin. Comment va l'année? Non, merci à vous. Les yeux de Brin se remplissaient de larmes. Je sais que tu me détestes, mais j'ai besoin que tu comprennes. Comprenez ce que vous avez empoisonné notre fille que vous aviez prévu de me tuer. Ce n'était pas supposé se produire comme ça. L'avocat de Cole, Patterson, s'est penché en avant. Madame Drayton, vous avez dit que vous aviez des informations sur d'autres victimes. Je le fais, mais j'ai d'abord besoin de Cole pour connaître la vérité. Nous connaissons la vérité. Dit Cole. Nous avons une vidéo de vous planifiant ma mort. Vous ne savez pas pourquoi. Argent, fraude à l'assurance, assez simple. Ren secoua la tête. Il ne s'agissait pas de l'argent alors. De quoi il s'agissait? La liberté. Cole regarda sa femme. Liberté. Je me sentais piégé, Cole,
piégée dans un mariage avec un homme qui a à peine reconnu que j'existais, piégée avec un enfant. Je n'ai jamais voulu. Les mots frappent Cole comme un coup physique. Vous n'avez jamais voulu Laney. J'ai essayé de la vouloir, je l'ai vraiment fait, mais chaque fois que je la regardais, tout ce que je pouvais voir était encore 20 ans de ma vie. Vous avez donc décidé de la droguer. Je voulais juste qu'elle se calme, cesse de poser des questions, d'arrêter d'avoir besoin de choses de moi. Et quand cela ne suffisait pas, la voix de Brun est tombée à un murmure. Rory a dit qu'il y avait des moyens de le faire, tout disparaît, le mariage, la responsabilité, tout. Cole se sentait malade en me tuant, en recommençant. Nous avons trouvé d'autres, Cole, d'autres femmes piégées dans des mariages. Ils ne pouvaient pas s'échapper. Nous les avons aidés. Patterson s'est assis plus droit. Que voulez-vous dire les aider? Rory avait un système. Nous identifions des femmes avec des maris abusifs ou négligents, des femmes ayant des polices d'assurance vie. Nous les aidons à planifier des accidents. Combien de femmes? 3 au cours de la dernière année. Le détective Briscoe, qui était resté silencieux jusqu'à présent, se pencha des noms. Jennifer Walsh à Portland, son mari est décédé dans un accident de plaisance au printemps dernier. Maria Santos à Seattle, son mari est tombé dans les escaliers de leur maison. Et Catherine Kim à Spokane, son mari a eu une crise cardiaque lors de la randonnée seule. Cole sentit son sang se refroidir. Vous parlez de meurtre. Nous avons aidé les femmes à échapper aux situations impossibles en tuant leur mari, en leur donnant des options qu'elles n'avaient pas auparavant. Patterson prenait des notes frénétiquement. Madame Drayton, avouez-vous plusieurs homicides? Je suis avouant aider les femmes qui n'avaient nulle part ailleurs à se tourner. Le détective Briscoe s'est levé. Cette interview est terminée. Madame Drayton, vous devez parler avec votre avocat avant de dire autre chose. Je ne veux pas d'un avocat. Je veux que Cole comprenne pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. Cole se leva, ses mains tremblant de rage. Je comprends parfaitement. Vous êtes un monstre qui détruit les familles pour de l'argent. Cole, s'il vous plaît non, vous empoisonnez notre fille. Vous prévoyez de me tuer, apparemment, vous l'avez fait à d'autres familles aussi. Brun tendit la main sur la table, mais Cole recula avant qu'elle ne puisse le toucher. Je t'aimais, a-t-elle dit, des larmes coulant sur son visage. Non, vous ne l'avez pas fait. Vous ne savez pas ce qu'est l'amour. Cole se dirigea vers la porte puis s'arrêta et regarda sa femme. Brun, oui, vous ne reverrez plus jamais Laney, pas au procès, jamais. Je vais m'assurer de cela. Vous ne pouvez pas faire ça. Je suis sa mère. Non, une mère protège ses enfants. Tu es juste la femme qui lui a donné naissance. Cole a quitté Brun sanglotant dans la salle des interviews et est sorti de la prison dans le soleil de l'après-midi. Les mensonges et la manipulation et le poison ont maintenant une fille à élever et à se reconstruire, et il allait s'assurer que les deux étaient de beaux points. Meurtre au premier degré. Jennifer Walsh, Maria Santos et Catherine Kim avaient toutes fait partie du réseau de femmes au foyer désespéré de Rory. Les familles des hommes assassinés ont rempli l'autre côté de la salle d'audience, leurs masques de chagrin et de rage. Votre honneur Santos a déclaré que les preuves montrent que les défendeurs ont opéré un programme de meurtre sophistiqué pour la location, ciblant les hommes mariés avec des polices d'assurance vie substantielles. Ils ont prié sur des femmes vulnérables, les convainquant que le meurtre était leur seule évasion de mariage malheureux. L'avocat de Brun, un défenseur public du nom de Marcus Thompson, qui avait l'air submergé par la portée de l'affaire, a tenté de peindre son client comme victime de la manipulation de Rory. Mon client était une femme désespérée piégée dans un mariage sans amour, contraint par M. Maddox pour participer à des activités qu'elle n'aurait jamais considérées par elle-même. Cole a presque ri. Il avait regardé des heures de séquences vidéo montrant un Brun planifiant avec enthousiasme sa mort. Il n'y avait rien de contraint que l'avocat de Rory ait adopté une approche différente, faisant valoir que son client ne fournissait qu'un service aux femmes qui avaient épuisé toutes les autres options. Les femmes et les messieurs du jury, l'avocat de la défense, Linda Reed, a déclaré « La violence domestique tue des milliers de femmes chaque année. Parfois, les gens désespérés font des choix désespérés, mais le juge Irem a fermé cela rapidement. Le conseiller, si vous prévoyez de discuter de l'homicide justifiable, vous feriez mieux de prendre des preuves que ces femmes étaient en danger immédiatement. Le dissatisfaction mariale n'est pas un motif de meurtre. Le détective Briscoe a témoigné des preuves trouvées dans la maison de Cole, les images de la caméra de sécurité et les confessions de Brun aux autres meurtres en 30 ans de travail de police.
N'avait pas emmené sa fille à l'hôpital quand il l'a fait, elle aurait pu mourir. Le docteur Kim a déclaré que les défendeurs utilisaient essentiellement cet enfant comme sujet de test pour leur plan de meurtre. L'enquêteur en assurance a témoigné sur le régime de fraude, montrant au jury comment Brun avait augmenté la police d'assurance vie de Cole 6 mois avant le meurtre du plan à son insu. Mais les preuves les plus accablantes sont venues de Rory lui-même. Après des semaines de prison confronté à plusieurs accusations de meurtre, il avait finalement accepté de témoigner contre Brun en échange de la prison à vie au lieu de la peine de mort. Elle s'est approchée de moi, Rory, a dit de la position des témoins, a dit qu'elle avait entendu dire que j'avais aidé les femmes avec des situations difficiles. Elle avait tout prévu quand le faire, comment le faire paraître accidentel, même comment éliminer l'enfant par la suite. Disposer de l'enfant, a demandé Santos. Brun a dit que le gamin en avait trop vu, en savait trop. Après que Cole était mort, elle a voulu éliminer le témoin. Cole sentit ses mains serrées dans un poing. Ils n'avaient pas seulement prévu de le tuer, ils allaient aussi tuer l'année. Quel était le plan spécifique pour l'enfant? Fait ressembler à un suicide, a déclaré qu'un enfant de 8 ans ne pouvait pas gérer la perte. Son père a pris des pilules, par erreur ce produit tout le temps. La salle d'audience a éclaté. Le juge Hendricks a dû fraquer son gavel à plusieurs reprises pour restaurer l'ordonnance. Et vous avez accepté cela. La voix de Rory était à peine audible. Je pensais qu'elle bluffait. Je pensais que, quand cela se résumait, elle ne blesserait pas vraiment son propre enfant. Quand avez-vous réalisé qu'elle était sérieuse? Quand je l'ai vu droguer le jus de l'enfant. C'est à ce moment-là que je savais que Brun ne jouait pas à des jeux. Le témoignage s'est poursuivi pendant 3 semaines. Des témoins experts ont expliqué les effets de l'exposition à long terme des RASPAM. Les comptables médico-légaux ont détaillé la planification financière qui avait été consacrée à la fraude à l'assurance. Des experts en informatique ont témoigné sur les preuves numériques trouvées sur les appareils de Rory. À travers tout cela, Brun s'est assis à la table de la défense aux yeux morts, ne montrant aucune émotion alors que l'accusation a systématiquement détruit tout espoir de Kiddle. La défense a tout essayé. Ils ont fait valoir que Bryn était mentalement malade, poussé au désespoir par un mari insouciant. Ils ont affirmé que Rory l'avait manipulé pour participer contre son testament. Ils ont même suggéré que Cole lui-même était abusif, conduisant sa femme à des mesures extrêmes. Rien de tout cela n'a fonctionné. Cole a témoigné pendant 6 heures sur 2 jours, promenant le jury à travers la chronologie des découvertes, ses soupçons croissants et la nuit où il a attrapé Bean et Rory planifiant sa mort. Monsieur Drayton Thompson a demandé lors du contre-interrogatoire, n'est-il pas vrai que vous étiez émotionnellement émotionnel de votre femme? J'ai travaillé de longues heures pour subvenir aux besoins de ma famille. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Étiez-vous émotionnellement distant? Cole a pensé à la question. Je suppose que j'étais. Je ne suis pas une personne naturellement expressive. Et n'est-il pas vrai que vous avez ignoré les besoins de votre femme en matière d'attention et d'affection? J'adore ma femme. Je pensais qu'elle m'aimait, mais vous ne lui avez pas montré cet amour d'une manière qu'elle pouvait comprendre, pas assez bien pour l'empêcher d'essayer de me tuer. Apparemment, le jury rit et Thompson avait l'air frustré. Monsieur Drayton, pensez-vous que les actions de votre femme étaient en partie le résultat de votre négligence émotionnelle? Santos s'est opposé avant que Cole ne puisse répondre. Votre honneur, monsieur Drayton, n'est pas jugé ici, soutenu. Mais Cole a répondu quand même. Conseiller, je n'ai peut-être pas été le mari parfait, mais je n'ai jamais empoisonné personne, je n'ai jamais prévu d'assassiner personne et je n'ai pas essayé de tuer un enfant. Est devenu fou et a dit que je devais tout faire. Si notre famille s'est séparée. Ressentir? La lèvre inférieure de l'année trembla. J'avais l'impression que c'était mon travail de garder les secrets de maman pour que papa ne parte pas. Mais les secrets étaient effrayants. Qu'est-ce qui était effrayant chez eux? Maman et l'homme chuchotaient à propos de papa, sur la façon de le faire disparaître pour toujours. Je n'ai pas compris ce qu'il voulait dire, mais ça sonnait mal. Au moment où l'année a fini de témoigner, la moitié du jury s'essuyait les yeux. Même le juge Hendricks avait l'air secoué. Les arguments de clôture de la défense étaient désespérés et peu convaincants. Thompson a peint Brun en tant que victime de circonstances, poussé au désespoir par la solitude et la peur. Mesdames et messieurs, mon client a fait des choix terribles, mais elle les a faits à partir d'un lieu de douleur et de désespoir, pas du mal. L'avocat de Rory a fait valoir que son client n'était qu'un acteur de soutien dans le plan de Brun.
Monsieur Maddox a été attiré par ce web par un maître manipulateur qui a utilisé sa propre solitude contre lui. Mais l'argument de clôture de Santos était dévastateur. Membres du jury, les défendeurs veulent que vous croyiez que c'était un crime de passion, un acte désespéré des gens en difficulté. Les preuves montrent le contraire. Il s'agissait d'un plan méthodique calculé pour commettre un meurtre à des fins financières. Ils n'avaient pas simplement l'intention de tuer Cole Drayton, ils avaient prévu de tuer sa fille de 8 ans. Pour couvrir leurs traces, Santos a souligné le comité de preuves couvert de photos, de délais et de documents financiers. Ce n'était pas du désespoir, c'était une entreprise. Il l'avait déjà fait et il prévoyait de recommencer. Cole Drayton et sa fille ont survécu parce qu'il était assez intelligent et assez courageux pour voir à travers leurs mensonges. Les défendeurs avaient 6 mois pour changer d'avis. 6 mois pour s'éloigner de son plan. Au lieu de cela, il utilise ce temps pour empoisonner un enfant, planifier la mort d'un homme innocent et organiser son propre avenir financier. La justice exige que vous les tiendrez responsables de chaque choix qu'ils ont fait, de chaque mensonge qu'ils ont dit et de chaque vie qu'ils ont détruite. Le jury a délibéré pendant moins de 4 heures. Coupable sur tous les chefs d'accusation. Le juge Hendricks prévoyait une condamnation pour les éléments suivants mois. Cole a utilisé ce temps pour préparer sa déclaration d'impact sur la victime et aider Laney à écrire sa propre lettre au juge. L'audience de détermination de la peine a attiré l'attention des médias de toute la région. La salle d'audience était remplie de victimes, de familles, de journalistes et d'observateurs curieux auxquels la famille de Brun a assisté, ses parents et sa sœur ont tous l'air choqués par les révélations du procès. Ils n'avaient aucune idée de ce qu'elle était capable. Cole a pris position en premier. Votre honneur Brinnan n'a pas juste essayé de me tuer. Elle a systématiquement détruit le sentiment de sécurité et de confiance de ma fille. Elle a transformé notre maison en un lieu de peur et de confusion pour un enfant de 8 ans. Cole regarda directement Brun en parlant. Elle regarda en arrière avec des yeux creux. Elle a empoisonné ma fille à plusieurs reprises, pas seulement pour la garder silencieuse, mais pour pratiquer mon meurtre. Elle était prête à tuer un enfant pour couvrir ses crimes. J'ai servi 4 ans en Irak en diffusant des bombes et en protégeant les gens de la violence. Je n'ai jamais imaginé que je devrais protéger ma famille de ma propre femme. Laney a des cauchemars. Elle a peur de manger ou de boire quoi que ce soit à moins que je prépare vous. Elle me demande tous les jours si je vais mourir, si quelqu'un va me lui enlever. L'accusé a volé l'enfance de ma fille et a presque volé sa vie. Aucune peine ne pourrait annuler ces dommages, mais j'espère que le tribunal s'assurera qu'elle n'aura jamais la possibilité de blesser une autre famille. La lettre de Laney a été lue par Santos, car Laney était trop jeune pour comparaître devant le tribunal pour condamnation. Cher juge, je m'appelle Laney et j'ai 9 ans. Ma mère a essayé de m'empoisonner et de tuer mon père. Je ne comprends pas pourquoi elle voulait nous blesser. Elle était censée m'aimer et me garder en sécurité, mais à la place, elle m'a rendu malade et effrayé. J'ai de mauvais rêves à son sujet maintenant. J'espère qu'elle doit rester en prison pour toujours pour qu'elle ne puisse blesser aucun autre enfant. Merci, Laney Drayton. Les familles des autres victimes de meurtre ont également fait des déclarations d'impact décrivant la dévastation que les crimes de Brun et Rory avaient causée. La fille de Jennifer Walsh a parlé de perdre son père à 16 ans. C'était un homme bon qui a travaillé dur pour sa famille. Il ne méritait pas de mourir parce qu'une femme voulait son argent. Le fils de Maria Santos a décrit trouver le corps de son père au bas des escaliers. Je me suis demandé tous les jours au cours de la dernière année s'il y avait quelque chose que j'aurais pu faire pour le sauver. Maintenant je sais qu'il n'y en avait pas. Ces gens l'ont assassiné de sang-froid. La veuve de Catherine qui m'a parlé de la ruine financière qui a suivi la mort de son mari. Ils n'ont pas seulement pris sa vie, ils ont pris notre avenir, notre sécurité, notre capacité à faire confiance à quiconque. Quand est venu le temps pour Brun de parler, elle s'est tenue lentement et a fait face au juge. Votre honneur, je sais que ce que j'ai fait était mal. Je ne peux pas expliquer pourquoi. J'ai fait les choix que j'ai faits. J'adore ma fille et mon mari, mais j'ai perdu mon chemin. J'accepte la responsabilité de mes actions et je suis prêt à faire face aux conséquences. C'étaient des excuses creuses, dépourvues d'émotion ou de compréhension réelle. Cole pouvait voir que même le juge Hendricks n'était pas impressionné. La déclaration de Dot Rory était plus longue mais tout aussi peu convaincante. Il a blâmé son enfance, ses relations ratées, ses problèmes financiers, tout sauf ses propres choix. Le juge Hendricks a pris une récréation avant d'annoncer les phrases.
Lorsque la cour a été reconnue, son expression était sévère. Monsieur Maddox, vous purgerez cette phrase à perpétuité consécutive sans possibilité de libération conditionnelle pour les meurtres de David Walsh, Carlos Santos et James Kim, ainsi que les tentatives de meurtre de Cole et Laney Drayton, des accusations de complot et du racket. Vous décerrez également 25 ans supplémentaires pour la mise en danger des enfants et la fraude à l'assurance. Elle se tourna vers Brun. Madame Drayton, vos crimes sont particulièrement odieux car ils impliquent l'abus systématique de votre propre enfant. Vous avez trahi la confiance la plus fondamentale qui existe, la confiance entre une mère et son enfant. Pour les meurtres de David Walsh, Carlos Santos et James Kim, vous purgerez 3 phrases à perpétuité consécutive sans possibilité de libération conditionnelle. Pour les tentatives de meurtre de votre mari et de votre fille, vous purgerez une peine à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Pour la mise en danger des enfants, la fraude à l'assurance et le racket, vous servrez 25 ans consécutifs aux phrases à perpétuité. Vous purgerez ces phrases en sécurité maximale, sans possibilité de commutation de libération conditionnelle ou de libération anticipée. Le juge Hendricks s'arrêta, regardant directement Brun. Madame Drayton, en 40 ans sur le banc, je n'ai jamais vu une trahison aussi complète de service maternel. Vous passerez le reste de votre vie en prison et c'est exactement ce dont la justice a besoin. Alors que les beffes mettaient Brun dans des manilles, elle se tourna pour regarder Cole une dernière fois. Il a rencontré ses yeux sans tressaillir son expression, froid et impassible. Elle était morte avec lui depuis le moment où il a découvert ce qu'elle avait fait à Laney. 3 mois après la condamnation, Cole se tenait dans la cuisine de leur nouvelle maison en regardant Laney l'aider à faire des crêpes pour le petit déjeuner. Ils avaient déménagé à travers la ville dans un quartier avec de bonnes écoles et des voisins qui ne connaissaient pas leur histoire. Laney Annie avait commencé la thérapie avec le docteur Emma Russo, un psychologue d'enfants spécialisé dans le rétablissement des traumatismes. Les cauchemars étaient moins fréquents maintenant et Laney commençait à faire confiance encore. « Papa, puis-je retourner celui-ci ?»« Allez-y, gamin. » Laney a soigneusement glissé la spatule sous la crêpe et l'a retournée, souriant quand elle a parfaitement atterri dans la poêle. « Je deviens bon dans ce domaine. »« Vous devenez bien dans beaucoup de choses. » C'était vrai. Laney prospérait dans sa nouvelle école, se faisant des amis, participant à des activités. L'enfant timide et effrayant qui avait été lentement empoisonné par sa propre mère disparaissait, remplacé par un enfant de 9 ans confiant et heureux. Cole avait pris un nouvel emploi avec une petite entreprise de robotique qui offrait des heures plus flexibles. Il était à la maison tous les soirs à 60 ans, présent pour les devoirs et les histoires du dîner et du coucher. La sonnette a sonné pendant qu'il prenait le petit déjeuner. Cole a regardé à travers le coup de pied et a vu le détective Briscoe debout sur le porche. « Matin, détective, qu'est-ce qui vous amène ? Je voulais juste vous vérifier à la fois et vous faire savoir que le processus d'appel commence. » Appel, l'avocat de Brun a déposé un avis hier. Il réclame des conseils inefficaces et des poursuites fautes. Cole sentit sa mâchoire se resserrer. Cela fonctionnera-t-il ? Pas une chance. L'épreuve était trop écrasante, la condamnation trop propre. Mais cela signifie que cela pourrait s'écouler pendant quelques années de plus. Devons-nous témoigner à nouveau ? Probablement pas. Les appels sont généralement basés sur des questions juridiques, pas sur de nouvelles preuves. Cole hocha la tête, café merci. Ils se sont assis à la table de la cuisine tandis que Laney Annie a terminé son petit déjeuner et s'est préparée pour l'école. Comment va-t-elle ? A demandé à Briscoe, doucement, mieux. Certains jours sont plus difficiles que d'autres, mais elle guérit. Et vous, Cole, vous avez pensé à la question. Je suis en colère, pas à Laney, plus contre moi-même, mais à la situation, au fait que ma fille grandira en sachant que sa mère a essayé de la tuer. C'est normal, n'est-ce pas ? Parce que certains jours, j'ai l'impression que j'aurais dû le voir venir, aurais dû la protéger mieux, Cole, vous pour la protéger. Vous lui avez sauvé la vie, pas assez tôt pour qu'elle soit assise ici à manger des crêpes et à se préparer pour l'école. C'est ce qui compte. Après le départ de Briscoe et Laney étaient en toute sécurité à l'école, Cole a conduit au cimetière où ses parents ont été enterrés. Il venait ici plus souvent ces derniers temps, leur parlant de l'année du procès, sur la façon d'élever une fille qui avait traversé tant de traumatismes. Elle va aller bien, a-t-il dit à la pierre tombale de son père. Elle est plus forte que je ne le pensais possible. Mais j'ai peur, papa. Effrayé, je ferai les mauvais choix, et effrayé, je vais lui échouer. Certains jours,
je me demande si elle serait mieux avec une famille normale, des parents qui n'étaient pas dans les nouvelles, qui n'avaient pas ce genre d'histoire. Une brise bruissa les arbres au-dessus et Cole sourit légèrement. Son père avait toujours dit que les actions comptaient plus que des mots, que l'amour était quelque chose que vous avez fait, pas quelque chose que vous avez dit. Cole faisait l'amour tous les jours, dans chaque choix qu'il faisait pour l'avenir de Lani. Son téléphone bourdonnait d'un texte du professeur de Lani. Lani a fait une excellente présentation sur la robotique. Aujourd'hui, elle est très fière que son père soit ingénieur. Cole sourit et tape, c'est mon héros aussi. Ce soir-là, après les devoirs et le dîner dans un film, Cole a glissé Lani dans un lit dans sa nouvelle pièce. Les murs ont été peints sa couleur préférée, violet et couverte de dessins. Elle avait dépensé un prix qu'elle avait gagné. Pensez à moi, comment vous êtes bien fier, comme vous êtes heureux de vous. Te blesser. Elle vous manque? Cole pensa attentivement à sa réponse. La personne que je pensais être, mais cette personne n'a jamais vraiment existé. Je suis content que ce soit juste nous maintenant. Moi aussi, gamin. Cole embrassa son front et éteint la lumière. Alors qu'il marchait en bas pour nettoyer la cuisine, il a réfléchi à la différence de leur vie, plus calme mais plus paisible, plus simple. Mais plus authentique. Pour la première fois depuis des années, Cole avait l'impression d'être exactement là où il était censé être. 6 mois plus tard, Cole travaillait dans le garage lorsque Lani a éclaté à travers la porte en agitant une enveloppe. « Papa, le facteur a apporté ceci. Il a votre nom dessus, mais c'est de la prison. » Le sang de Cole a couru froid. Il a pris l'enveloppe et a vu le nom de Brun dans l'adresse de retour. Après tout ce qu'ils avaient vécu, elle essayait toujours de le contacter. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Lani. « Rien d'important Kido, juste des documents. » Mais Lani était intelligente et elle pouvait lire. « C'est pour maman, non ?» Cole a regardé au visage de sa fille, voir un mélange de curiosité et d'appréhension. « Oui, allez-vous le lire ?»« Je ne pense pas, pourquoi pas ?» Cole s'est agenouillé au niveau de Lani parce que certaines personnes essaient de rester dans votre vie même lorsqu'ils n'y appartiennent plus. Parfois, la chose la plus saine à faire est de se laisser aller. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que nous ne devons à personne notre attention simplement parce qu'il le veut, même la famille. Lani hocha la tête pensivement. Puis-je regarder? Regardez ce que vous regardez le jeter? Cole sourit. En fait, j'ai une meilleure idée. Ils se sont rendus à l'arrière-cour que Cole avait installé lorsqu'ils ont emménagé. Il avait enseigné à Lani la sécurité incendie, comment construire et maintenir un incendie sûr pour rôtir des guimauves et des hot dogs. Vous voulez m'aider à allumer un feu? Vraiment, vraiment. Ils ont travaillé ensemble, rassemblant, allumes et petits journaux. Lani Annie devenait bon pour construire des incendies, arrangeant soigneusement le bois, tout comme Cole lui avait enseigné. Lorsque le feu brûlait régulièrement, Cole a levé le lettre non ouverte. Prête, prête. Sans lire un seul mot. Cole a jeté la lettre de Brun dans les flammes. Ils l'ont regardé boucler et noircir, les mots disparaissant avant de pouvoir faire des dégâts. Comment ça se sent? A demandé Lani. Comme la liberté, dit honnêtement Cole. Bien, je ne veux pas ces paroles dans notre maison. Cole a mis son bras autour de sa fille et l'a rapprochée. Smart girl papa, ouais, j'aime notre vie maintenant. Moi aussi, Kido moi aussi. Ils se sont assis près du feu pendant que le soleil se couchait, regardant les flammes danser et sentant la chaleur sur leur visage. Quelque part à travers l'État, Brun était assis dans une cellule, se demandant probablement si sa lettre avait été lue, si ses paroles avaient trouvé leur cible. Mais Cole et Lani étaient ici ensemble, sûrs et entiers. Ils avaient construit quelque chose de nouveau à partir des cendres de la vieille vie, quelque chose de propre et honnête et plein de véritable amour. Alors que le feu brûlait en braise, Cole a fait une promesse silencieuse à sa fille et à lui-même, personne ne menacerait à nouveau leur paix. Il avait passé des années désamorçant les bombes en Irak et maintenant il a diffusé la plus grande bombe de toutes, celle qui vivait dans sa propre maison. Mais il avait gagné, non pas par la violence ou la vengeance, mais par la patience, l'intelligence et un refus absolu de laisser le mal triompher sur le bien. Le feu créé doucement dans l'obscurité rassemblait consommant les dernières traces de la tentative de Brun de s'immiscer sur leur vie. Cole sourit et resserra son bras autour des épaules de Lani. Certaines fins, selon lui, étaient vraiment de meilleurs débuts.